Dans la précédente vidéo, je vous expliquais les facteurs pouvant mener au burn-out professionnel et en quoi les professionnels de l'éducation étaient sur le podium des personnes susceptibles de le vivre un jour. Je vous disais que ces personnes se reconnaissaient par leur fort engagement dans tout ce qu'ils font, leur dévouement, leur grande disponibilité, un sens élevé des responsabilités et du respect des valeurs, mais hélas aussi sur le fait qu'elles nient les signaux de leur corps et qu'elles ignorent les limites de leurs ressources. Alors pour sortir de l'ignorance et du déni, la connaissance est un fort levier. C'est pourquoi aujourd'hui je vous explique les différentes phases du burn-out avec les signaux les plus fréquents qui devraient vous alerter. Les informations de cette vidéo sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cette vidéo et il est fortement recommandé à la personne qui écoute cette vidéo de consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur bien-être. Aucune des informations dans cette vidéo ne sont destinées à diagnostiquer, traiter, atténuer ou guérir une maladie. Le lecteur engage sa propre responsabilité et en aucune façon celle de l'auteur. Alors, aujourd'hui, on va voir différentes choses, ce qu'on appelle le burn-in, les différentes étapes qui mènent au burn-out, différence entre burn-out et dépression, et le merci, ma fatigue, et pourquoi j'ose dire un merci devant quelque chose dont beaucoup d'entre vous se passeraient bien. Donc, pour réaliser cette carte mentale, je me suis aidée des ouvrages dont vous trouvez les sources ici. Ce qu'on appelle burn-in, c'est donc cette escalade du surmenage, engrenage, épuisement, jusqu'à ce qu'on appelle après le burn-out, effondrement. Alors, le surmenage, ça se caractérise par un travail excessif. Donc, vous avez l'impression d'être pressé et de courir après la montre. Vous êtes toujours occupé et travaillez sur beaucoup de projets en même temps. Vous passez plus de temps à travailler qu'à échanger avec vos amis, avoir des hobbies, pratiquer des loisirs, etc. Et vous vous retrouvez à faire facile 2 ou 3 choses simultanément. Il y a déjà des symptômes à ce niveau-là, des maux de tête, de dos, irritabilité, troubles visuels, grosse fatigue. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est ceux où si on faisait des sondages, ils rentrent dans le top 5. C'est vraiment eux qui montrent le surmenage, mais de façon complètement physiologique, hein. Être très attentif très longtemps, les yeux ne peuvent pas s'accommoder si longtemps. Ça entraîne des maux de tête. Le dos, il y a forcément une posture qui ne lui convient pas parce que si on travaille si longtemps, c'est qu'on ne se déplace pas, etc. etc. Donc, jusque-là, c'est le lien de cause à effet est hyper flagrant. Ensuite, on rentre dans la phase d'engrenage, qu'on appelle aussi le travail compulsif. Donc, pour vous, c'est important de travailler, même quand vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire. C'est ça un travail qui est devenu compulsif. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse à travailler dur. Vous vous sentez obligé de travailler dur, même quand ce que vous faites, c'est pas agréable. Vous vous sentez coupable quand vous êtes en congé. Et il est difficile de vous détendre quand vous n'êtes pas en train de travailler. Et là, c'est aussi ce côté, vous ne faites que penser à ça, même soi-disant en congé. Le souci de quand on est rentré dans cette phase-là, c'est que ça va forcément amener plus de fatigue. C'est une évidence. Mais cette fatigue accrue vous rend moins efficace. Ça aussi, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, vous allez devoir fournir plus d'efforts pour atteindre un résultat parfois moins bon qu'avant. Donc, vous vous acharnez encore plus, vous êtes encore plus à fond dans le travail de façon encore plus compulsive, et c'est pour ça que ça s'appelle un engrenage, cercle vicieux, plutôt que de demander de l'aide. Et ça entraîne quoi? Eh bien, une désocialisation, vacances, week-ends, soirées, travail occupe tout l'espace,
sphère familiale amicale délaissée, un isolement et du déni. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous parlais déjà de cette forme de déni dans les facteurs qui peuvent pousser au burn-out. Et ben, on le voit là. Et très souvent, les proches vous alertent. Mais pour vous, c'est pas encore entendable. Vous comprenez pas ces signaux, ces maux de tête, etc. Et hélas, avec notre médecine classique qui est j'ai mal à la tête, je prends quelque chose, le mal de tête se stoppe. Et c'est là où ça pousse le corps à vous augmenter d'intensité vos symptômes pour qu'enfin, vous vous disiez non, mais là, je fais n'importe quoi. Et donc, aveuglement et refus de voir qu'on craque. Et encore plus, évidemment, de dire aux yeux des autres. Alors, c'est pas que c'est un effet de mode, le burn-out, hein, on n'est pas du tout sur ça. On est sur une réalité du terrain quand on parle de ça. Mais il se trouve que quand même, le fait que ce soit quand même pas mal développé, il y a le côté moins tabou euh, bah là, je m'en sors plus, je suis en arrêt, etc. Il y a quand même cette forme moins tabou que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il n'empêche que ça reste quand même très difficile et également en tant que professionnelle de l'éducation, de par mon parcours personnel, de ce que j'ai vu en tant que prof et de ce que je vois surtout beaucoup maintenant en tant qu'accompagnatrice, c'est cette notion de culpabilité de l'arrêt. Énorme culpabilité. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas de moyen pour vous remplacer. Donc pour vous, c'est juste, mais vous plantez tout le monde. Et c'est pas possible parce que qu'est-ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo? C'est le fait que vous êtes quelqu'un pour qui l'engagement, l'investissement, les valeurs, elles sont fortes et on n'en déroge pas. Donc, un arrêt viendrait mettre ça complètement à néant. Je pense que si vous pouviez être assuré que vous seriez remplacé dès qu'il y a quelque chose, déjà, vous seriez plus apaisé par rapport au fait de vous mettre à certains moments un peu en retrait. Mais comme en plus, il n'y a pas ça, on court droit à la catastrophe. Et je sais que dans les personnes que j'accompagne, il y a énormément de travail intérieur, un cheminement à faire, tout ce que ça vient amener émotionnellement parlant, le fait de, mais en fait là, il faut que je m'arrête. Un arrêt de 3 jours, une semaine, 15 jours, qu'importe, c'est pas de ça dont il s'agit, c'est de poser cet acte d'amour pour soi, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, de survie, de non mais là, je cours droit à la catastrophe et ok, il n'y a pas de remplaçant, mais en fait, j'y suis pour rien, c'est le système, c'est pas moi. Et voilà, donc c'est un gros processus pour lequel j'accompagne les personnes qui sont déjà à la base dans cet état-là de vitalité, on est bien d'accord. Hein. Je ne propose pas à des personnes en pleine forme de se prendre un petit arrêt tranquillou, je ne suis pas là-dedans. Et donc après, on arrive à l'épuisement, où là, vous vous sentez vidé par votre travail, mais il y a un côté affectif quoi, aussi. C'est vidé affectivement, comme on dit. Ça devient pénible pour vous de travailler toute la journée. Vous vous sentez usé à force de travailler. À la fin de la journée de travail, vous êtes carpette et vous êtes fatigué dès le lever le matin. Et rien qu'à l'idée d'avoir une future journée à affronter. Donc souvent, le week-end est finalement mal vécu, surtout sur la fin du dimanche, parce que cet aspect, mais comment je vais faire pour y retourner, quoi. Il y a une notion de désillusion parce qu'il y a perte de plaisir et il y a votre corps qui atteint ses limites. Donc la fatigue, elle est là, la déception, elle est là, l'anxiété, elle grandit, l'estime de soi qui diminue. Donc au niveau des troubles les plus fréquents à ce niveau-là, on va avoir des insomnies plus, de l'hypertension pour les personnes pour qui c'est la façon qu'a votre corps de vous prévenir qu'il y a quelque chose. Il y en a d'autres, ça va être des chutes de tension. En fait, c'est là où, moi, je ne peux pas dire c'est ça, parce que ça dépend de vous. C'est extrêmement personnel et c'est pour ça que tous les accompagnements sont extrêmement personnalisés, parce que il faut détecter, mais c'est quoi vous, vos signaux? Infection à répétition, maladie de peau, inflammation diverses, et votre comportement aussi change.
avec beaucoup plus de phases où vous vous emportez, d'irritabilité, de cynisme. Et c'est à ce moment-là où beaucoup rentrent dans le côté on prend quelque chose d'extérieur pour tenir coûte que coûte, somnifère, tranquillisant, excitant, tout, toute la gamme, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de choses que vous pouviez faire, ou nouveauté, on implémente des anxiolytiques, des trucs et des machins. Attention, ne confondons pas tout. On en arrive à ce que il y ait de la déception, il y ait de l'anxiété, il y ait de l'estime de soi qui diminue. Donc tout ça, c'est des aspects plutôt psychologiques, psychiques. Mais on en arrive là parce que la physiologie, au départ, n'allait plus. Donc la première cause est physiologique et non psychologique. Donc, quand on veut rembobiner, il faut commencer par la physiologie, qui aura un impact sur la psychologie. Et quand je dis commencer, ça peut être un commencer parallèle, on est bien d'accord. Mais il faut s'occuper de cette fameuse physiologie. Donc, c'est un dérèglement du corps avant tout. Les cellules qui n'ont pas assez de carburant, de vitalité pour vivre, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez de carburant pour après faire leur boulot d'amener de l'énergie dans votre corps. Et puis les déchets qu'on crée naturellement, eh bien, il n'y a pas non plus assez d'énergie pour les évacuer. Donc, on se retrouve avec un engorgement au niveau de toxines, et c'est cet engorgement qui crée des symptômes. Un symptôme n'apparaît pas de nulle part, c'est un engorgement de toxines sous différentes formes. Donc, tout ce que je viens de détailler, c'est ce qu'on appelle le burn-in, c'est la gestation du burn-out. Le burn-out, c'est un effondrement. Toutes les réserves physiques, émotionnelles et psychiques sont épuisées. Les personnes qui font un réel burn-out, non pas qui sont en burn-in, la plupart des personnes qui là d'ailleurs vont écouter cette vidéo, vous êtes plutôt en burn-in, ou alors vous êtes quelqu'un qui a fait un burn-out, qui a encore des symptômes de petit burn-in parce que ça n'a pas été globalement soigné dans ce côté holistique. Vos cellules ont encore du mal à garder l'énergie, à se procurer le bon carburant, etc. Ou alors vous n'avez pas l'hygiène de vie encore suffisante, enfin qu'importe, le comment du pourquoi. Mais le burn-out, pour ceux qui l'ont vécu, on n'est pas juste sur du petit symptôme ou gros symptômes. On est sur on ne peut plus se lever, il n'y a plus une once de cortisol le matin qui vient se faire sécréter pour lancer l'énergie dans le corps. On ne sait même plus couper des carottes, on n'arrive plus à réfléchir à rien. C'est-à-dire que de regarder un planning et de se dire bah, ça passe avant ça, c'est pas possible. Et ça, c'est un burn-out. Donc, entendez-le bien, qu'en fait, quand des personnes me disent bah, je suis en burn-out, globalement, si on arrive à se parler, vous êtes plutôt sur du burn-in qui frôle le burn-out, mais heureusement pour vous, parce que sinon, vous êtes au lit, carpette, HS, avec l'impression d'avoir perdu toutes vos capacités physiques, mentales. Euh, Bien sûr, on est tous différents, mais c'est quand même à entendre. Donc, au niveau physiologique, en plus du coup, voilà, des carpette, il y a continuité de symptômes, parce que c'est pas juste être carpette sans rien, il y a très souvent continuité de symptômes, avec, pour certaines personnes, l'appareil cardiovasculaire qui est touché. Je donne des exemples, hein. L'appareil respiratoire, ça va de la gorge serrée à des sensations d'oppression, d'étouffement. L'appareil locomoteur qui est touché, avec des névralgies, des tendinites, etc. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne les aviez pas là, hein. Elles continuent en fait, hein. L'appareil digestif, euh, de la boule dans la gorge aux nausées, douleurs gastriques, acidité, etc. Fatigue, insomnie, céphalée, migraine, vertige, malaise, etc. Et infection à répétition. Donc, on est bien d'accord que tout ça, vous pouvez l'avoir ici, mais que la notion de burn-out, c'est qu'il y a tout ça, mais en plus, il y a l'aspect où on peut plus, quasiment plus, rien faire. Et au niveau
psychologiques, cognitifs et comportementaux. Il y a une grosse liste. Alors, je ne vais pas tout vous la lire parce que ça ne serait pas constructif de le faire. Parcourez-la rapidement quand vous regarderez cette vidéo. Mettez sur pause pour vous dire, ah oui, je vis tout ça, mais je suis pas encore, comme elle dit, là, à plus pouvoir rien faire. Ça veut dire que vous en êtes là, à épuisement de vos ressources. Et pareil ici au niveau des symptômes plutôt comportementaux. Mon objectif en faisant cette vidéo, c'est pas de vous faire peur parce qu'il y a des symptômes qui peuvent être dus à complètement autre chose. Mais c'est que vous puissiez, si c'est possible, faire des liens avec ce que vous vivez et de remettre ça en regard de tout ce que je peux vous diffuser, que ce soit en vidéo ou dans les newsletters, pour qu'à un moment, vous vous posiez avec « Ah mais oui, là, je fonce droit dans le mur. » Voilà. Et d'ailleurs, j'ai préparé un autre questionnaire. Dans la précédente vidéo, il y avait déjà un questionnaire par rapport à tous ces facteurs et que vous sentiez. Est-ce que vous êtes une personne qui pourrait être sujet au burn-out de par comment vous voyez le travail, etc. Donc, il y avait ça dans la dernière vidéo. Et dans celle-là, on est plus sur les symptômes. Est-ce que j'ai ci et ça? Et je redis, je ne suis pas médecin, ce n'est pas du tout pour poser de diagnostic, c'est juste pour qu'il y ait des questions qui commencent à se poser et qu'ensuite, vous alliez voir un professionnel de santé dûment homologué. Et si vous souhaitez revenir vers moi pour un accompagnement holistique, ça veut dire que on est complémentaire de toute la sphère homologuée, quelle qu'elle soit, que ce soit des médecins, des psychiatres, des kinés, tout ce dont vous aurez besoin par rapport à tous ces symptômes, etc., mais dans un accompagnement complémentaire pour assainir tout le terrain, un travail intérieur de « mais j'en suis arrivée là et c'est pas pour rien ». Il y a plusieurs facteurs qui sont additionnés pour qu'à un moment, le vase déborde. Et l'objectif d'un accompagnement holistique, c'est de regarder toutes les gouttes d'eau qu'ont pu faire déborder ce vase pour qu'à l'avenir, ces gouttes d'eau, vous sachiez comment les assécher, entre guillemets, avant que le vase ne déborde. Une question qui est posée régulièrement, c'est quelle est la différence entre burn-out et dépression? En effet, au niveau du diagnostic, c'est souvent très proche, surtout que l'un peut entraîner l'autre et vice-versa. Alors, tout ce qui suit, c'est absolument pas exhaustif et je vous le redis, allez voir un professionnel de santé dûment homologué si vous avez un doute par rapport à tout ça. Je vais faire le parallèle entre l'un et l'autre. Burn-out, on est sur le fait que ça concerne d'abord une sphère bien spécifique. Donc, dans mes vidéos, moi, je parle plutôt de la sphère pro, mais on peut avoir un burn-out parental. Il existe aussi un burn-out qu'on dit écologique pour des personnes qui mettent plein de choses en place pour la préservation de la planète, etc. Mais qui rendent leur quotidien très complexe et qui s'épuisent là-dedans et qui montent en anxiété face aux enjeux planétaires et qui, ne se ressourçant pas, on en arrive au burn-out. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion d'engrenage. Et ensuite, ça va toucher toutes les autres sphères à cause de l'épuisement physiologique. En comparaison au niveau de la dépression, ça concerne d'emblée toutes les dimensions de la vie de l'individu, affectif, social, pro, toutes ces sphères. C'est un épuisement dans toutes ces sphères. Plus rien du tout ne fait envie, n'attire, etc. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive du coup à un petit peu jauger les personnes quand on pose par rapport à certaines envies, quand quelqu'un n'en peut plus de son travail, burn-out professionnel, etc. Mais si on lui parle de voyage, de faire autre chose, il se sent enjoué. Déjà, ça donne des indications qu'on n'est pas sur de la dépression, puisque dans la dépression, mais même quelque chose que vous aimiez, vous l'aimez plus. Il a été remarqué que quelqu'un en burn-out va ressentir une grande irritabilité, de la colère face à la situation, alors que quelqu'un qui est en dépression se sent plutôt dans la culpabilité de ce qui lui arrive. Ne vous fiez pas tant que ça à ce critère,
Parce que, de par mon vécu professionnel actuel d'accompagnement, la culpabilité est un sentiment très fréquent chez les professionnels de l'éducation, très facile à activer parce que vous avez cette notion de jamais être assez bien. Donc, ce critère-là, entendez-le, allez plutôt voir s'il y a quand même la colère, tout ça, mais ça peut être colère plus culpabilité. Voilà. Mais je préférais quand même vous le mettre puisque je l'ai lu dans les ouvrages et que je trouvais ça intéressant comme différence. Et enfin, dernière différence pour faire très rapidement, évidemment, ce tableau comparatif, un burn-out, quand on retire la personne du travail, heu, ou alors si jamais c'est un burn-out parental, qu'elle a énormément d'aide pour les enfants et du repos, ça améliore la situation. Alors que si elle y reste ou si elle y retourne trop tôt, ça peut, réaggraver la situation. Comparé à quelqu'un en dépression où, retrait du travail, repos et cetera, c'est insuffisant. Il faut aller beaucoup plus loin, avec un suivi médical qui est indispensable. Donc ça aide aussi à se situer, encore dernièrement, j'avais en appel quelqu'un qui m'a dit que, elle sentait qu'elle allait se rapprocher de refaire un burn-out puisqu'elle en avait déjà fait et qu'elle a pu, demander un arrêt pendant 15 jours. Il se trouve qu'après, il y avait les vacances, donc ça a rajouté 15 jours et quand elle est retournée au bout d'un mois, bah, ça allait beaucoup mieux. Et bien voilà, elle était dans cette histoire d'épuisement plutôt burn-in, hem, mais cet arrêt lui a permis de pas franchir cette ligne rouge du burn-out complètement carpette. Voilà. Après, cette personne a beaucoup de choses à mettre en place, bien évidemment, pour arrêter de jongler, parce qu'on ne va pas s'amuser comme ça sans cesse à faire jaune, orange, rouge ou jaune, orange, orange, jaune, rouge de temps. Non, il y a un moment, il faut quand même se poser à se dire c'est quand même régulier que je rentre dans des phases comme ça. Est-ce que je pourrais pas mettre quelque chose en place de préventif qui est peut-être curatif sur le démarrage, mais qui devient une forme de vie, d'hygiène de vie préventive pour arrêter d'osciller et d'être que dans du vert. Ou de temps en temps, une petite phase de surmenage, parce que dans votre métier, on le sait qu'il y a des moments plus condensés, avec des délais plus courts. Je pense notamment aux livres et aux conseils de classe, à tout ce qui est les parcours, soit post-troisième, soit post-bac, où c'est des phases charnières où on accompagne les parents pour les EduConnect, les Parcoursup et tout le bazar là. Donc il y a des phases comme ça plus touchy. Donc c'est OK d'être dans ce jaune, de par le métier. C'est ce que je disais, on le sait, c'est un métier comme ça, mais quand on le sait, on sait quoi faire pour très rapidement retourner dans le vert. Et pas que de ce jaune, ça déroule toute la gamme des oranges et rouges. Euh, voilà, au bout d'un moment, c'est pas viable pour votre corps de faire ce yo-yo sans cesse. C'est OK de tirer un peu sur la corde de l'élastique, mais au bout d'un moment, ça le fragilise. Là où à chaque fois c'est tiré, faites l'essai, hein, prenez l'élastique, vous allez vite voir ce qui se passe au bout d'un moment. Quand ça vous pète à la figure, on le sent bien passer. Donc voilà pour rapide comparaison entre burn-out et dépression, euh, pour répondre à certaines questions que pouvaient se poser certains d'entre vous. Eh bien, nous voilà à la dernière partie de cette vidéo que j'ai intitulée Merci ma fatigue. Comment j'ai osé mettre un titre pareil? Eh bien, je vais vous expliquer. Vivre, c'est-à-dire bouger, respirer, digérer, etc., c'est dépenser de l'énergie. Donc, en fait, vivre, c'est déjà fatigant. Et il faut bien se dire que c'est normal. Ça s'appelle du métabolisme. C'est comme ça que fonctionnent les cellules. Une phase de catabolisme, suivie d'une phase d'anabolisme qui permet de vivre. Et ça, eh bien, ça crée des déchets, etc., etc. Et ça fatigue. C'est juste OK. Donc, partons déjà du postulat que d'être fatigué, c'est pas un problème. La société dans laquelle on vit en a fait un problème dans cette course effrénée à la productivité, au toujours plus vite, au toujours mieux, à l'instantanéité et aux réseaux sociaux, m'as-tu vu?
Et du coup, de se sentir juste à des moments fatigués et de se dire: «Bon, bah, là, non, je peux pas faire telle chose, je vais me reposer, tout simplement». Et ben, c'est entre guillemets «mal vu». Tout de suite, il faudrait qu'on ait quelque chose. Il faut se reposer parce qu'on est en burn-out, il faut se reposer parce qu'on a ci. Non, mais en fait, se reposer parce que c'est comme ça qu'on est fichu. Le cycle jour-nuit, c'est normal et jour, petite sieste, nuit, c'est complètement aussi normal. En fait, on est calé comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le sujet du sommeil qui est passionnant, mais à la base, on n'est pas fait pour avoir juste 2 phases, on est fait pour avoir 2 grosses phases et une petite, dans la journée. Donc c'est pas forcément une sieste, mais c'est un petit temps de relaxation, un temps off et cetera et on est fichu comme ça, qu'on le veuille ou non. Donc s'il vous plaît, enlevez ce mot fatigue de «j'ai un problème». Vous sentir fatigué n'est pas un problème. Par contre, c'est quelle est votre intensité de fatigue et quelles sont les conséquences de votre fatigue, quels sont les effets, quels sont, les symptômes en lien avec cette fatigue. Ça, oui, c'est important. En fait, il y a pas une fatigue, il y a des fatigues. Il y a la fatigue mécanique, cellulaire, musculaire, organique, sensorielle, nerveuse, psychique, mentale, existentielle, sociologique et cetera. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas mon domaine d'expertise, de séparer comme ça toutes les fatigues, puisque moi, je prends l'être dans sa globalité. Mais c'est intéressant de savoir que, il y a plusieurs, niveaux et on le sent très bien. Il y a des journées, par exemple un déménagement ou un grand ménage ou je sais pas quoi et on dit, «Ah là, j'ai une fatigue» et très souvent on rajoute le mot «bonne» devant. Parce qu'on sent que c'est vraiment physique, c'est le corps physique qui est fatigué. Et puis, il y a des journées où on s'est pris la tête, mais toute la journée, sur des dossiers ou avec des personnes ou des machins. Et le soir, on est explosé de fatigue, mais là, on sent que c'est pas de la bonne fatigue. Et très souvent d'ailleurs, après, bah, on n'arrive pas à dormir. C'est le comble. Donc, on sent bien qu'il y a ces différents niveaux de fatigue. Elles peuvent coexister, elles peuvent forcément se renforcer l'une l'autre, voire se substituer. Si en fait, elles se substituent à partir du moment où votre corps a lancé des signaux sur un certain mode et sans que vous captez pas. Non, je vois rien, j'entends rien et du coup, il bascule sur: «Bon, bah, on va la fatiguer autrement pour qu'enfin elle saisisse le message». Donc c'est hyper intéressant de comprendre tout ça. La fatigue donc, avec tout le cortège de symptômes que ça apporte, constitue un mécanisme protecteur qui vous engage à du coup ralentir ou interrompre la dépense d'énergie. Ah! Merci la fatigue. Parce que si on ne la ressentait jamais, bah, je pense qu'on pourrait ne s'arrêter jamais et la fatigue, elle n'a qu'un but, qu'un objectif, c'est conserver l'équilibre de la vie en vous, nous permettre de vivre des intérêts, des choses qui nous intéressent, autrement dit, hein, sans toucher à notre capital santé. Donc, oui, je ne peux que dire merci à ma fatigue quand je la ressens. Elle m'indique que, attends, là, si tu continues, on risque de venir toucher ton capital santé. Repose-toi, ton corps, il va faire ce qu'il a à faire pour que tu retrouves un équilibre. Parfois, le repos ne suffit plus. Ça dépend de quelle est votre gamme là. Et donc, parfois, il faut ramener du bon carburant aussi. C'est repos plus ramener le bon carburant, tout ce qui amène de la vitalité, tout ce que j'amène avec mon ami et collègue Pascal Pérez dans les accompagnements qu'on réalise, où on déroule toutes ces portes d'entrée de votre vitalité, dont, du coup, le repos. Donc, s'il vous plaît, écoutez vraiment votre fatigue. Un rapide petit point sur résilience, etc. C'est très bien d'être résilient, mais c'est insuffisant. Et votre métier vous pousse à être une personne très résiliente. C'est merveilleux, mais ça ne remplacera jamais ni le repos, ni le fait qu'il faut mettre du bon carburant dans votre machine.
La résilience, le terme à la base, avant d'être un terme devenu psychologique, c'est un terme en mécanique, en physique. Donc, je vous la donne telle quelle, hein, c'est la capacité à absorber l'énergie d'un matériau quand il se déforme sous l'effet d'un choc. Voilà. Mais il peut quand même se rompre. Il a une certaine capacité, mais jamais c'est dit, jamais il va rompre. Il peut rompre si l'effort est trop important. Voilà, reprenez l'élastique, vous tirez beaucoup trop fort, ça rompt. Ou si des répétitions fréquentes, même de faible effort, mais sans phase de récupération, ont lieu. Donc, tirer sur un élastique pendant plusieurs temps, sans aucun moment ramener l'élastique, on le laisse tranquille, on le repose sur la table, eh bien, à l'endroit où vous avez fait ça très régulièrement, fréquemment, même un petit effort, ça va rompre. Donc, entendez bien ça. Parce que donc, qu'est-ce qu'il veut, lui? Le matériau demande du repos, un temps de récupération pour retrouver sa forme initiale. Ben, je crois sincèrement que si j'avais enlevé le mot matériau par le mot corps humain, vous avez très bien compris qu'on parle de la même chose. Donc, c'est très beau de faire preuve de résilience. Ça veut dire que vous ne pétez pas dès qu'on tire un peu et vous ne pétez pas s'il y a de temps en temps des allers-retours sur cet élastique interne, et tant mieux. C'est magnifique de faire preuve de résilience, de savoir rebondir après, entre guillemets, un choc, mais ça ne vous empêche pas d'accueillir votre fatigue et de la respecter avec du repos, de la régénération et en lui remettant du bon carburant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Et pour terminer, j'aimerais amener une petite nuance au niveau des histoires de cause à effet, burn-out, vitalité, etc. Sachez que moi, en fait, quand je parle de burn-out, c'est toute cette gamme du jaune, orange et rouge, hein, du burn-in jusqu'au vrai burn-out, on est bien d'accord, mais je ne vais pas à chaque fois spécifier dans quelle phase on est, surmenage, voilà, j'appelle ça burn-out pour que ça aille plus vite. Et slash vitalité, de quoi on parle? Un burn-out, comme on l'a dit, dénote d'un manque flagrant de vitalité. Vous ne pouvez pas en arriver là si vos cellules fonctionnent parfaitement. Vous aurez peut-être juste du boulot jusque-là, très bien. Mais là, le fait que vous en arriviez au burn-in, burn-out, c'est la conséquence de votre manque de vitalité initiale, additionné à tous les facteurs dont on a parlé dans la dernière vidéo. Alors qu'un manque de vitalité, lui, ne va pas entraîner forcément un burn-out. Je m'explique. Un manque de vitalité va entraîner forcément des symptômes. Ça, c'est comme ça que le corps vous indique tu me remets du carburant. C'est exactement la même chose que votre jauge d'essence, le signal dans votre voiture, qui vous dit là, ça serait bien de trouver rapidement une station. C'est pareil. Dans le corps humain, ça s'appelle des symptômes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Et ces symptômes peuvent aller jusqu'à des maladies. Donc ça, oui. Et du coup, par effet domino, à un moment, ça peut avoir une incidence sur votre vie professionnelle et donc amener au burn-out. Mais sentez bien qu'on peut se sentir en manque de vitalité et se dire, mais en fait, moi, je suis hyper contente de mon travail, je m'investis bien, j'adore les projets, j'adore les élèves, etc. Et pourtant, vous allez me dire, mais je coche tout le reste, j'ai tous ces symptômes, je sens... Oui, parce qu'en fait, vous êtes en manque de vitalité. Et qu'heureusement pour vous, vous n'en êtes pas au fait que ça ait impacté votre sphère professionnelle. J'espère que de mettre cette différence vous aide pour ces histoires un peu de cause à effet. Oui, c'est le serpent qui se mord la queue, on est bien d'accord, mais vous pouvez complètement adorer votre travail, le faire très consciencieusement, vous y investir ce qu'il faut, et pourtant me dire, mais je suis épuisée, j'ai très souvent mal à la tête, j'ai des maux de... Oui, on peut avoir un manque de vitalité dû à autre chose. Je vous remets la petite phrase que j'avais mise dans la dernière vidéo, pour les personnes qui ne l'auraient pas vue, qui est une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment porteur d'espoir et de confiance dans le fait que
tout ce qui vous arrive, si tout ça, ça vous parle, c'est juste waouh! Parce que l'effondrement constitue un moment de réconciliation avec soi-même et le réel, certes douloureux, mais précieux. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase tirée d'un des ouvrages que je vous propose dans les sources, parce qu'on est sur de la réconciliation, sur quelque chose qui n'était pas juste. Et là, la vie vous propose, par ce que vous êtes en train de vivre, l'opportunité de changer ce qui doit être changé et de vous réconcilier avec des parts de vous-même, physiques, émotionnelles, mentales, façon d'être dans le relationnel, façon d'être face au travail, etc., pour assainir tout ça, pour être plus dans vous, dans votre authenticité, dans votre respect de qui vous êtes. Et pourquoi tout ça? Et pour que vous puissiez continuer ce pourquoi vous avez envie d'œuvrer. Parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a bien besoin de vous, que vous soyez prof ou autre chose, qu'importe, c'est pas le sujet. C'est que là, c'est un moment pour vous montrer: «Eh oh, est-ce que ce serait peut-être pas le moment de remettre toutes les cartes sur la table calmement?» Non pas pour les jeter et essayer de repartir de cartes vierges, non, mais pour les observer et se dire: «Non, celle-là, c'est délétère pour moi. Comment je peux soit réajuster, soit ajouter quelque chose à ça qui rendrait ça viable, soit en effet supprimer?» Et c'est ça que moi je trouve merveilleux dans tout vécu expérientiel qu'on peut avoir, c'est-à-dire toute expérience de la vie, c'est à chaque fois de pouvoir en ressortir grandi et chaque fois un peu plus proche de notre authenticité profonde, de notre être profond. Et c'est moi ce qui me passionne dans les accompagnements, au-delà de vous requinquer pour vous requinquer. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, heu, toute cette énergie retrouvée, mais c'est bien pour vous que vous fassiez quelque chose, mais quelque chose qui vous à la fois qui vous nourrit et à la fois qui peut, nourrir autrui et plus large. À très bientôt pour une prochaine vidéo et vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. À bientôt!